Togo Info. Le Togo à votre portée. Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre pour le débat de Nana FM. Nous sommes le 30 janvier 2020. À une semaine de l'ouverture officielle de la campagne électorale, la machine de la présidentielle du 22 février prochain semble tourner à plein régime. Le chronogramme se déroule sans difficulté apparente. Mais des doutes subsistent en ce qui concerne la transparence du scrutin. La société civile émet des réserves, sans oublier certains des candidats en course pour le palais de la présidence. Alors, l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Pour la prochaine présidentielle, l'égalité des chances est-elle garantie aux 7 candidats engagés dans la course? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, le professeur Charles Kondi-Agba, délégué national du mouvement des sages unir. Bonjour professeur. Bonjour cher ami Antoine. Ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Pour la prochaine présidentielle, l'égalité des chances est-elle garantie aux 7 candidats engagés dans la course? C'est le thème du jour. Mais avant d'y aller, professeur Charles Kondi-Agba, dites-nous quel est le sentiment qui vous anime suite au rejet par la Cour constitutionnelle des requêtes introduites par Jean-Pierre Fabre demandant notamment l'invalidation de la candidature de Faure Gnassingbé. M. Fallou, je n'ai pas de sentiment particulier à émettre. Ce candidat a cru bon de s'adresser à la plus haute juridiction de notre pays, qui a dit le droit. Moi, je ne suis pas un juriste. J'ai lu avec vous l'arrêté qui a été publié. Il y a eu un certain nombre d'arguments qui ont été mis en œuvre pour arriver à la conclusion que la requête n'était pas recevable. Je suis un citoyen comme vous. Je ne suis pas juriste encore une fois. J'ai lu, bon. Puisque c'est la Cour constitutionnelle, ce qu'elle a émis comme avis n'est pas contestable. Apparemment, vous n'étiez pas du tout inquiété. On aurait pu parler de soulagement. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais pour quelle raison il y avait... Non, je ne peux pas être inquiet parce que quand même, tous nos militants, depuis le Nord jusqu'au Sud, j'ai participé à ces consultations-là jusqu'à la base. Nous avons souhaité que le candidat que voici nous représente. C'est à bon escient que nous l'avons fait. Nous n'avions aucune crainte que sa candidature soit invalidée. Ce n'est pas possible. Vous aviez pris toutes les précautions? Non, nous n'avons même pas besoin de compte. Puisque nous connaissons ce qui est écrit dans la Constitution, nous savons que nous sommes dans notre bon droit. Donc il n'y avait aucune... Au contraire, c'est plutôt la requête qui peut-être peut nous surprendre. Voici une Cour constitutionnelle qui vous valide. Vous êtes candidat, vous allez pouvoir aller à la compétition avec les autres. Au lieu de se préparer, le candidat dit non, bon, moi je suis validé par cette Cour, mais je ne veux pas que l'autre soit validé. C'est risible, c'est risible. La conduite différente ne nous aurait pas surpris, c'est-à-dire que le candidat Fabre dise « Ah, cette Cour constitutionnelle n'est pas valide, elle est illicite, ce n'est pas à elle de me valider, de ne pas me confirmer, je me retire de la course parce que cette Cour-là ne peut pas décider pour moi. » Ça, oui. Pour vous, ça aurait été la logique. La logique, ce serait ça. Mais accepter que la Cour constitutionnelle m'a validé, moi je vais aller à la Cour. Mais non, l'autre qui est là-bas, je ne veux pas le voir. C'était risible, voilà. Non. Alors, l'autre, c'est une façon de dire, Faure Gnassingbé, dans quelle dynamique se trouve-t-il actuellement, parlant de pré-campagne? Écoutez, nous sommes comme tous les autres partis. Nous prenons la chose au sérieux. Vous savez qu'aucune élection n'est gagnée à l'avance, surtout pas la présidentielle. Donc, sur toute l'étendue du territoire, dans tous nos démembrements, je peux les appeler comme ça, nous sommes au labeur, nous sommes en train de continuer à convaincre, à essayer de convaincre, à dire à l'électeur que notre candidat est le meilleur. Partout nous faisons ça. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé ça. Et à certains moments... Non, vous connaissez l'adage, ce n'est pas le jour de la chasse qu'il faut rapidement aller acheter un chien et commencer à le dresser. Il faut avoir commencé très tôt. Depuis 2018, quand nous nous sommes battus sur le champ des législatives, c'était déjà ça. Il nous fallait placer un certain nombre de députés sur toute l'étendue. Puis sont venues les élections cantonales ou régionales ou municipales, comme vous l'appelez. Là aussi, il nous fallait des maires pour tenir les communes. Nous avons fait le travail qu'il faut. Donc ce travail a commencé depuis, c'est celui que nous continuons jusqu'à aujourd'hui.
Certains pensent que vous donnez le sentiment d'y être déjà et qu'il n'y a pas de doute Non, que non, Faure non, ne non, non, l'emporte non. pas. Gilbert Bahara l'a déclaré, que Faure n'y Non, assumé non, pas. non, non, bon. C'est-à-dire que tout en gardant cet enthousiasme-là contenu, nous savons qu'il faut se battre. Et vous êtes sur le terrain. Rien n'est gagné à l'avance, nous sommes sur le terrain, oui. Vos adversaires pensent que c'est parce que vous avez une certaine crainte et que ce n'est pas pour autant assuré la Non, victoire. non, pas du tout. Bon, nous avons laissé ce sentiment à nos adversaires. Nous ne sommes pas habités par ce sentiment-là. Nous pensons que quand nous allons à une compétition, il ne faut pas minimiser l'adversaire. Cette année, ils seront 7. Bon, écoutez, certains se considèrent comme les candidats de l'opposition unie. Bon, on va aller à C'est un cette débat compétition. aussi. C'est autre chose encore ça. Mais je peux vous assurer qu'au Parti uni, nous n'avons pas la fleur au fusil. Nous allons à une compétition. Nous nous préparons sérieusement pour la gagner. Avez-vous des doutes en ce qui concerne la transparence, notamment à Guillaume Ekodjo et Jean-Pierre Fabre et autres Bon, je ne citerai pas de nom ici. Absolument. Mais moi, je me dis que si vous êtes député à l'Assemblée, que vous avez assisté à tout le processus, après sortir pour dénigrer ce même processus, ça ne fait pas très sérieux. Mais pour ce qui concerne la transparence, mais nous sortons de nombreuses négociations, des luttes acharnées qui nous ont permis d'atteindre le niveau auquel nous sommes actuellement. Si les 6 candidats se présentent pour contrer le président, notre candidat à nous, je pense qu'eux-mêmes savent que la compétition sera égale. C'est pour ça qu'ils y vont. Non, c'est de haute lutte que tout ça a été obtenu. Que ce soit désormais la CENI qui l'organise et non pas le ministère de l'Intérieur, nous avons connu ça ici, que tout le monde ait ses chances sur les médias, et que nous avons même atteint un certain niveau que d'autres États n'ont pas. Nous finançons même les candidats. Ce n'est pas partout que celui qui est en place finance ses adversaires pour qu'ils le combattent. Non, 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 je pense que les chances sont égales, et elles sont égales, je vais dire, bien sûr, et c'est parce qu'ils savent que ces chances-là, elles sont égales que les candidats se présentent. Donc vous pensez que tout est mis en œuvre pour que le meilleur l'emporte vraiment? Vraiment. Alors, et récemment, nous avons vu même nos observateurs, nos partenaires qui sont sur place, les ambassadeurs, les 5 comme on les appelle, mais ils sont très vigilants. Ils ont été récemment à la HAC pour être sûrs que le temps sera égal pour la télévision, à la radio. un tirage au sort a été fait pour déterminer l'ordre de passage. Absolument, nous sommes observés, nous le savons, et tout sera fait pour que tout soit transparent. Alors la CENI, son indépendance a souvent été remise en cause. Est-ce que vous pensez que la CENI hier ou celle d'aujourd'hui est plus indépendante que celle d'hier? La CENI que nous avons n'est pas née, elle n'est pas tombée du ciel. La CENI, nous avons l'habitude de le dire que si nous comparons ce qui se fait dans les États autour de nous, nous ne sommes pas mécontents de notre CENI. Depuis l'accord politique global, nous avons mis en place une CENI consensuelle. Mais on ne peut pas avoir mieux que ça. Nous tous, nous sommes mis autour d'une table pour dire, bon, voici la CENI que nous voulons. S'il y a dedans 17 membres, mais il faut que ce soit à part égale. Aussi bien le parti majoritaire que les partis non majoritaires, tout a été calculé pour que la société civile est représentée, tout le monde y trouve son compte. Il n'y a juste qu'un 17e qui représente l'administration. Et ça, nous savons que nous devons avoir ce 17e puisque c'est lui qui apporte l'argent. Si nous devons aller aux élections et que c'est l'État qui finance ces élections, il faut bien que l'administration soit présente pour qu'à tout moment, il puisse parler au plus pressé pour financer ce qui doit être fait. Mais c'est une CENI consensuelle. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Elle est paritaire. Elle n'est pas acquise au pouvoir, comme le disent certains. Mais si elle est paritaire, nous avons autant de membres pour le parti au pouvoir que autant de membres pour l'opposition. À moins qu'on ne dise que la CENI ne sera vraiment parfaite que le jour où l'opposition sera majoritaire par rapport au parti au pouvoir. Non, je ne crois pas que nous allions vers là-bas. Ce n'est pas possible. Le CAR, lui, s'est retiré de cette CENI parce qu'il estimait que les conditions n'étaient pas les bonnes. bonnes. Je ne sais pas si le délégué du CAR a vraiment quitté jusqu'à... Bon, je me suis informé, il n'avait pas encore quitté après que le président du CAR, Apollinaire Abouybo, c'est un grand frère que j'estime beaucoup, a fait cette déclaration. Mais bon, vous savez, quand vous êtes 17 et qu'un se retire, il y a quand même 16 qui restent. Le quorum est largement acquis. Ça ne remet pas en on cause peut travailler. Ça ne veut pas dire qu'il y a des soucis. Pas du tout. Nous avons une CENI à 17. Une personne a considéré que non, ça ne lui convient pas, il se retire. Bon, écoutez, les autres continuent.
Alors, en ce qui concerne la RAC, c'est vrai qu'elle a souvent fait l'objet de critiques aussi, mais on en a parlé il y a quelques instants. Apparemment, il y a des évolutions suite à des plaidoyers, notamment d'organisations de la société civile, pour l'équité du temps de parole. Bon, mais depuis les élections de 2007, et puis après les présidentielles de 2010-2015, moi, ce que je vois à la HAC me semble, il y avait le très regretté Kokou Tozoum là-bas, il y a eu ensuite Pitan Tchela. La HAC fait ce qu'il faut pour que de façon visible, chaque candidat se retrouve. Et le temps de passage, l'ordre de passage est tiré au sort, il n'y a pas de manipulation. Le temps pour chacun des candidats est compté, calculé. Bon, qu'est-ce que la HAC peut faire de mieux que cela? La Cour constitutionnelle, celle qui proclamera les résultats définitifs, Oui, est-elle indépendante à votre avis? la Cour constitutionnelle est formée de juristes de très haut niveau. C'est ce qu'on appelle le troisième pouvoir. Dans toute démocratie, depuis Montesquieu, nous savons ça. Le pouvoir exécutif est à part, le législatif à part, et les judiciaires sont intouchables. Ils sont à part. Alors la Cour constitutionnelle, c'est la plus haute autorité juridictionnelle, c'est nous ici. En réalité, réfléchissez bien. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle fait? Elle a validé les candidats. Elle attend que la CENI, qui a organisé les élections, proclame les résultats provisoires. La Cour constitutionnelle n'a pas de démembrement sur le terrain. La Cour constitutionnelle n'a pas de CELI local. Elle prend donc, c'est un peu comme quand vous, nous ne sommes pas juristes, mais ce que je sais au moins, lorsque vous avez été à un tribunal, que vous avez perdu et que vous interjetez appel, la Cour d'appel ne reprend pas le jugement à zéro. La Cour d'appel regarde si le droit a été dit, si le processus. Et puis c'est tout. Respecté. Lorsque le procédure a été. Voilà, on confirme ou on infirme le jugement. C'est ce que la Cour constitutionnelle fait. Lorsqu'il y a eu des doutes quelque part, ou bien des plaintes quelque part, voilà là où la Cour constitutionnelle va regarder de près pour être sûr que la plainte est recevable ou pas. Mais en réalité, c'est la CENI qui est l'organe essentiel de l'organisation des élections. Alors, cette élection se déroule dans un contexte qui est toujours un peu lié aux événements du 19 août 2017, parce qu'il était question de limitation de mandat, vote de la diaspora, élection à 2 tours. Plusieurs de ces points ont été mis en œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette crise est totalement résolue? Bon, écoutez, toute société procède par crise, elle progresse par crise. Cette crise a été instructive pour tout le monde, mais je me rends compte que certaines des demandes qui avaient été faites ne sont plus tout à fait à l'ordre du jour. L'opposition avait crié Urbi et Orbi que la diaspora doit voter, le vote de la diaspora, encore que c'est cette même opposition qui, lorsque nous sommes sortis de la conférence nationale, a dit il n'est pas question qu'on vote à l'extérieur parce que sur le terrain même, les cartes d'électeurs, n'est-ce pas, le recensement n'est pas très fiable. Encore, non, il ne faut pas que l'extérieur vote. Ça, j'étais dans cette salle-là, j'étais à la conférence nationale. Je me rappelle que le premier ministre des Affaires étrangères, ici du gouvernement, le premier gouvernement Kofigo, Abdou Siaka pour ne pas le nommer, c'est lui qui avait dit il n'est pas question qu'on vote à l'extérieur. Après, si l'opposition veut bien qu'on vote à l'extérieur, nous on veut bien. On a pris toutes les dispositions. Le ministère de l'Intérieur a fait en sorte que dans les ambassades, il y ait des cellules d'ambassades indépendantes. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé en réalité, c'est la même opposition qui dit nous ne voulons plus qu'on vote à l'extérieur. Je prends l'exemple très précis de Paris. Les gens qui sont venus s'inscrire ne sont pas nombreux. Je prends l'exemple du Ghana. À un moment donné, moi, on nous a dit qu'il y a plus de 2 millions de Togolais au Ghana. Mais au Ghana, quand on a ouvert les listes pour que chacun vienne prendre sa carte consulaire pour pouvoir voter, ils sont à moins de 300. Cela ne traduit pas un manque de confiance? Mais non, mais les gens ne sont pas venus s'inscrire. Peut-être estiment-ils que leur vote ne sera pas vraiment pris en compte? Bon, alors c'est pourquoi je dis, si l'opposition a demandé au Urbi et Orbi à très forte voix que la diaspora vote, elle s'est défilée au dernier moment. Pour vous, c'était à elle de mobiliser. Je constate. Je constate que on a demandé, il faut que l'opposition gagne. L'opposition, oui, détient la diaspora. S'ils ont demandé avec autant, c'est qu'ils pensaient être majoritaires là-bas, n'est-ce pas? Si on a demandé que la diaspora vote et qu'aujourd'hui on est moins empressé, c'est ce que moi je constate, je n'ai pas d'avis à émettre. Avant de donner la parole aux auditeurs, plusieurs sur la page Facebook de Nana FM pensent que vous partez en avance, avec de l'avance, parce que
Vous disposez de ressources financières importantes. Il y en a qui écrivent que les plus riches du pays sont dans le parti UNIR et que vous avez les moyens d'État à votre disposition. Qu'en pensez-vous? Bon, il ne faut pas dire ça. C'est ce Et qu'ils disent. non, je répète encore une fois, nous sommes l'un des rares où l'État va financer tous les candidats. Celui qui est au pouvoir veut bien partager cette Il y somme-là a une avec quarantaine de millions disponibles. 42 à peu près, Mhm, puisque c'est 300 divisé par 7. mhm. Et il y a encore 200 millions qui attendent après les élections. Ceux qui ont refait un certain taux peuvent encore En se faire. bénéficier. Bon, ceci étant, si c'est sur les 42 millions que vous comptez pour faire campagne, c'est un peu court. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il va falloir que les partis se mobilisent Non, eux-mêmes. bien sûr, il faut. Et c'est pas chez nous seulement. Dans les démocraties les plus avancées, il faut toujours aller vers des appels de fonds. Mais pour vous, vous pouvoir- disposez d'une force plus importante, apparemment. Mais qu'est-ce que vous souhaitez que nous fassions? Quand nous allons arriver aux élections, vous voulez que nous appauvrir pour que nous soyons au même niveau? Vous Non. arrivez à tenir sous la L'État- barre des 500 millions L'État, non. parce que l'État- c'est une accusation que l'opposition porte également souvent. Ils estiment que vous faites campagne au-delà des 500 millions. Il faut qu'il puisse apporter la preuve de cela. Hein, il ne suffit pas de le dire, il faut qu'il puisse apporter la preuve de cela. Moi, je ne sais pas comment, personne n'a été compté d'ailleurs, eux, comment ils financent leur campagne. Hein. Mais Ils ce ont que moi demandé je à sais, mobiliser des milliards. je tout de sais même. que l'État va nous financer et chaque candidat part avec la même somme. On ne peut pas être plus équitable que ça. Maintenant, quand vous aurez fait la preuve de votre implantation sur le terrain, compte tenu du résultat que vous aurez fait, on va voir. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À vous qui nous rejoignez, nous vous rappelons que nous sommes dans le débat aujourd'hui avec le professeur Charles Kondi Agba, délégué national du mouvement des Sages Unir, en train de nous interroger pour la prochaine présidentielle. L'égalité des chances est-elle garantie aux 7 candidats engagés dans la course? Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Maglo. Je constate que vous êtes très connu à Radio Nana FM. Il est très fidèle. Avec la voix, cela suffit pour que monsieur Antoine dise. Et j'en reconnais plusieurs. Il est pratiquement le même à chaque fois appelé le premier. Ah. Alors, monsieur Maglo, avec des arguments précis, pour vous, est-ce que les... Mhm. Sur la base de quels critères? Donc pour vous, si les autres y vont, c'est juste pour qu'on ne leur reproche pas après de ne pas y être allé. Bien. Tout à fait. Bien. Bien. Merci, Bon, merci, monsieur non, Maglo. Monsieur Maglo, la communication Monsieur Maglo, se je suis détériore. content de vous entendre. Hein. Vous avez dit exactement la même chose que moi. Tous ces candidats vont à la compétition parce qu'ils savent qu'ils ont la chance de gagner. Il dit qu'ils y vont parce qu'ils y croient. Voilà. Et éventuellement dire qu'on a été Bon, candidat à la ça, présidentielle. non, je ne pense pas. On bon, ne peut c'est- pas c'est mettre pas- ça. On peut pas mettre ça sur une carte de visite. Ancien candidat à la présidentielle, les gens vont se moquer de vous. Mais je retiens avec M. Maglo que tous ceux qui se présentent savent qu'ils ont les mêmes chances que les autres. Et ils y croient. J'ai retenu ça. Bien. Un autre auditeur en ligne. Allô. Bonjour. Vous vous appelez comment? Monsieur Appétit, vous nous appelez d'où? Alors, à votre avis, est-ce que tous les candidats partent sur le même pied d'égalité? Moi, je ne crois pas. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une maison et le papa et maman, ils sont différents d'enfants. Ah, Ou bien ils sont mentis. Bon. Poursuivez le raisonnement, on va voir ce que vous voulez en venir. Ah oui, après, ceux qui sont au pouvoir, ils ont des acquis. Par exemple, si on va faire les campagnes, est-ce qu'ils vont circuler?
Non. Bien. Bon, Bien. d'accord. Le professeur Kondi vous répondra dans quelques instants. Merci, monsieur Appétit, d'avoir participé au débat. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, vous vous appelez comment? Comme l'a dit, allez-y, nous vous écoutons. Mais la compétition, elle m'a sorti le pouvoir davantage. Pourquoi? Vous voyez, par exemple, dans les deux villes, à Lomé, dans les pays, c'est les militaires qui l'ont positionné partout. Pourquoi? C'est pour dissuader les potentiels électeurs. Donc pour vous, la présence des militaires intimide les militants de l'opposition? Oui, effectivement. C'est la raison pour laquelle, parce que quand les gens vont sortir massivement pour voter contre ce régime, Bien. donc vous êtes empêchés, ils vont sortir les militaires pour les militaires. Merci. L'invité réagira dans quelques instants, le temps de prendre un autre auditeur en ligne. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Vous êtes à l'antenne, oui, bonjour. On vous appelle comment? Apparemment, il n'a pas de poste récepteur et je rappelle, quand vous nous appelez, n'éteignez pas complètement votre radio, maintenez un volume moyen pour être en mesure de nous entendre. Auditeur en ligne, allô? Alors oui, bonjour Antoine. Bonjour Monsieur Lawson, comment allez-vous? Je vais bien, allez-y, nous vous écoutons de Casablanca. Merci beaucoup, monsieur Lonson. Ce que je voudrais dire, tout simplement, c'est que dans ce pays, il faut que le pouvoir en place cesse de ruser avec le peuple souverain. En quoi faisant? En quoi faisant? En respectant tout simplement le peuple. Parce que les représentants du pouvoir, en général, lorsqu'ils viennent intervenir, on sent qu'ils manquent le peuple. Vous pouvez donner un point, lui donner un élément précis en ce qui concerne le professeur Agba que nous avons avec nous ce matin. Qu'a-t-il dit? Il a dit tout à l'heure que le président de la République, le chef de l'État, finance ses adversaires. C'est le Togo qui finance. Oui, il parlait du processus, il dit que c'est l'État qui organise. Ca- Il n'a pas dit que c'était Fort Gnassingbé qui distribuait ses sous. Hein. Oui, oui, ce que vous voyez à l'œil nu, je ne pense pas qu'il faille aller chercher l'eau pour je ne sais pas pour voir. Alors pour vous, qu'est-ce qui crée le déséquilibre entre les candidats aujourd'hui? Lorsque vous voyez un président de la Cour constitutionnelle, à la suite de la proclamation des résultats, qui sort un foire à blanc et qui se met à jubiler qu'ils ont gagné, vous voyez tout ça, dire que la CENI est indépendante au Togo, je ne pense pas qu'on passe dans le pays. Bien, Hein? merci. Ils se tiennent sur la loi, mais c'est des lois qu'ils ont confectionnées pour eux-mêmes. Merci. Pas dans un pays comme ça. Il faut qu'il utilise sa sagesse puisqu'il est le président d'État, alors on lui fait confiance. Bien, merci Monsieur Lawson d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. On a eu Appétit de Djolé qui dit qu'il a comparé la situation à une famille avec papa et maman qui ont une certaine domination sur les enfants. Il dit que vous avez les moyens d'État avec des véhicules RTG. C'est ce qu'il dit. Bon, non, je vais répondre très facilement. Si monsieur Appétit, c'est bien Appétit. pense que le président est le père de la nation, vous voyez, encore que celui-là soit trop jeune, il ne peut pas être le papa de tout de M. Appétit. C'est vrai que celui qui est au pouvoir, celui qui gouverne, est président. Quand les élections arrivent, on ne va pas décider que pendant les 3 mois qui précèdent, il n'y a plus de président, tout le monde n'est pas, c'est pas possible. Donc il y a un avantage. Mais dans tous les pays, c'est le cas. Celui qui est en place et qui se représente jouit de cette position de président en exercice. Ça s'appelle comme ça. Les véhicules RTG, il dit qu'on en verra. À chaque réunion chez nous, nous répétons que lorsque nous allons au meeting, on ne veut pas voir, lorsque vous avez l'avantage, parce que vous avez une fonction dans l'État, ne venez pas. Vous devez avoir votre propre véhicule pour venir exprimer votre militantisme. Monsieur Komlavid avait dit, il dit que le pouvoir est avantagé parce qu'il y a plusieurs militaires à des points stratégiques de la ville. Les militaires qu'il y a, si on les enlevait, c'est nous-mêmes qui allons nous mordre les doigts. Nous vivons dans un environnement.
Monsieur ne regarde pas la télévision, il n'écoute pas la radio. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Niger, il faut prendre des dispositions. Il faut qu'à tout moment, nos forces de l'ordre soient sûres que les braves populations vont vaquer librement à leur occupation et ne vont pas être perturbées. Alors, les militaires qui sont dans la rue ne sont pas faits pour effrayer les militants de l'opposition qui voudraient aller voter. À quoi reconnaître quand les gens sont dans la rue un militant de l'opposition d'un militant du parti au pouvoir? Et le jour où on vote, personne ne doit porter de tricot, de casquette à l'Ivoire. Donc, comment les militaires vont reconnaître celui-ci de unir et l'autre de l'opposition? Je crois que l'argument qui a été développé n'est pas bon, mais je voudrais rassurer cet auditeur que les forces armées qu'il voit, c'est pour rassurer la population, c'est pour garantir la sécurité de tout le peuple togolais, sans distinction de parti. Monsieur Lawson de Casablanca a parlé des finances et il dit que le président de la Cour constitutionnelle manifeste une certaine joie quand c'est votre parti qui l'emporte. Bon, moi je répète encore une fois, c'est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est totalement différent du pouvoir exécutif. C'est la norme ça. Maintenant, les juges qui animent les différentes juridictions, ce sont des citoyens comme tout le monde. Je pense qu'ils ont des préférences. Dans l'exercice de leur travail, on leur demande de ne pas l'utiliser, mais ce sont des humains, ce sont des citoyens, ils ont le droit d'être de l'ANC, du CAR, de l'UNI, ils ont absolument, absolument. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, tous les candidats partent-ils sur le même pied d'égalité? Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Vous vous appelez comment? Monsieur Kossi, vous nous appelez d'où? Allez-y, nous vous écoutons. C'est vraiment gentil, merci. Oui. Monsieur Kossi, pour vous, aujourd'hui, sur la base des institutions qui sont en place, est-ce que tous les candidats partent sur le même pied d'égalité ou pas? D'où vient le déséquilibre? D'où vient le déséquilibre? Mais on veut des arguments, on veut des arguments précis, hein, Monsieur Kossi. Je veux bien que vous développiez votre position, mais en quoi est-ce que vous voyez que Faure Gnassingbé a été imposé en 2005, 2015 et 2010, 2015? Et j'étais là. Dans ma position, ce que je peux faire pour vous aider, c'est de vous donner la parole afin que vous exprimiez des éléments précis. Donc, pour 2005, vous venez d'évoquer un certain nombre de faits. Maintenant, pour cette année, par exemple, pour 2020, qu'est-ce qui vous fait croire que Faure Gnassingbé sera à nouveau imposé? Francis Pedro Amouzou. Bien. Merci, Monsieur Kossi. Charles Kondiagba vous répond dans quelques instants. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Vous vous appelez comment? Pardon? Pouéré. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio? Allez-y, nous vous écoutons. Là n'est pas la question. On peut faire un débat sur ce sujet également, Monsieur Pouéré, mais est-ce que vous pensez que les candidats partent sur le même pied d'égalité aujourd'hui ou pas? Pour quelle raison? Bien, ce sera tout, Monsieur Pouéré. Ce sera tout? Bien, merci d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne et laisser réagir pour le professeur Charles Kondiagba. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58.
À votre avis, pour la présidentielle prochaine, l'égalité des chances est-elle garantie aux 7 candidats? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Allô? Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons d'Agoué. Monsieur Corco, je reçois vos salutations, merci. Mhm. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, à partir du moment où ça nous intéresse aussi? Allez-y. Bien. On a saisi. Le professeur vous répond dans quelques instants. Monsieur Kokou, vous irez voter le 22 février prochain? En allant voter. Alors, ça veut dire que vous croyez en les chances de gagner du candidat que vous soutenez? Bien. Merci. Merci, Monsieur Kokou, d'avoir participé au débat. Il rejoint un peu un auditeur, Monsieur Kossi, Oui. qui dit que la CENI proclame autre chose. Il a évoqué le cas de 2015. Oh, ce n'est pas le cas. Écoutez, moi, chaque fois qu'on vote, je suis dans mon fief. Je suis de Bassa, tout le monde le sait. Nous avons cette union au cours de laquelle nous compilons chaque résultat bureau de vote par bureau de vote. Et dans les bureaux de vote, tous les candidats ont leurs représentants. Dans les bureaux de vote, lorsque le comptage a été fini, chacun d'eux reçoit un procès verbal signé du président du bureau de vote. On ne peut pas être plus transparent que ça. Et les résultats finaux ne sont que l'addition de tous ces procès-verbaux. Si vous avez vos représentants, que d'ailleurs l'État prend aussi en charge, tous ceux qui sont dans les bureaux de vote sont pris en charge pour que justement vous garantissiez cette transparence-là. Si vous avez vos procès-verbaux, que vos totaux vous donnent un résultat différent de celui que la CENI a donné, mais faites-en la preuve. Le tout n'est pas de dire nous avons nos propres procès-verbaux et puis on ne les voit jamais, ça se termine dans un brouhaha. Non. Chaque candidat a son représentant, le représentant reçoit son procès-verbal. Additionné. Comment comprenez-vous qu'à chaque fois ces accusations reviennent? Des résultats sortis du tiroir, des résultats envoyés du ministère? L'histoire du Togo a été jalonnée par ce genre je ne peux pas être sur toute l'étendue du territoire, mais je sais que ce qui se passe dans la CENI de Bassa, c'est ce qui se passe ailleurs. Et c'est ce qui est proclamé. Puisque chacun de nous part avec une copie. Alors, Pouéré a parlé du code électoral et il dit que Faure Gnassingbé s'est lancé dans la campagne avant les autres. Ce n'est pas possible. Faure Gnassingbé est président de la République, il a des activités normales, il a ce qu'il doit faire en tant que président, c'est ce qu'il fait. Quand la campagne va être ouverte le 6, vous verrez bien que Faure Gnassingbé va se tenir au même niveau que tous les autres candidats. Toutes les activités qu'il va faire vont être filmées ou non selon le temps qui lui est imparti. Mais avant que la campagne ne s'ouvre, on ne l'a pas destitué. Il est toujours le président de la République, il a des activités à faire, c'est ce qu'il fait. L'une des activités prévues, c'est la pose de la première pierre pour la reconstruction du Grand Marché. Mais je pense que c'est une très belle action, ça. Certains se demandent pourquoi avoir attendu autant d'années et à la veille de la présidentielle. Monsieur, il faut d'abord faire une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, il faut
réunir les fonds pour pouvoir faire ce travail-là. Il faut constituer un cabinet d'architectes pour pouvoir faire des plans, les comparer. Ça ne se fait pas par une baguette magique. Ça prend du temps. Lorsque donc on a désormais un plan qu'on a fait regarder, qui convient, lorsqu'on a assuré le financement du travail qu'on va faire, c'est en ce moment qu'on ne part pas à l'aventure comme Donc, ça. il n'y a pas, c'est une coïncidence que cela tombe à quelque Je chose. pense normalement que toute la population de Lomé et nos vendeuses en particulier doivent être aujourd'hui réjouis qu'on va leur redonner leur instrument de travail. Et Sans Coco, considération de non, c'est maintenant que ça se fait, ça aurait dû se faire avant, etc. Non. pour vous, ce n'est pas légitime que les gens se posent cette question? Non, non, non. J'ai vu le premier, hein. Ouais, c'est un peu l'avantage que nous avons, nous autres. Ça, on a tout vu. C'est le président Olympio qui avait eu l'idée, bien sûr, du grand marché, mais c'est Gruniski qui l'a construit. J'étais là en 65 quand on a inauguré le marché qui a brûlé. Donc, c'est un instrument commercial très important pour nous. Je vous assure que les femmes qui sont impatientes de récupérer leur marché ne s'occupent pas de savoir les c'est maintenant considérations qu'on le fait, politiques. c'est pourquoi on ne l'a pas fait avant, non. Alors, Kokou Dagoué, c'est vrai, vous l'avez dit depuis le début de l'émission, vous n'êtes pas juriste, il ne comprend pas comment la Cour constitutionnelle peut dire qu'elle ne peut pas s'ingérer ou s'immiscer dans le fonctionnement du Parlement. Moi, ce n'est pas ce que moi j'ai vu. J'ai vu un certain nombre d'arguments et la Cour constitutionnelle dit que c'est la requête qui n'est pas recevable. C'est ce que j'ai lu. Maintenant, si elle l'a dit, c'est certainement ce que nous avons posé comme définition dès le départ. Dans une république normale, dans un état de droit normal, il y a le pouvoir exécutif à part, le législatif et le judiciaire. Le judiciaire peut dire non, ce que les gens font à l'législatif, ce n'est pas notre travail. Nous n'avons pas compétence là-bas. Nous approchons de la fin de ce débat et sur la page Facebook de Nana FM, M. Wodou écrit que dans l'opposition, en ce qui concerne les chances des uns et des autres, le candidat Guillaume Kodjo aura une chance plus élevée. C'est le premier à dire que ce n'est pas Faure Gnassingbé qui parle le premier. Il dit que c'est à Guillaume Kodjo parce qu'il est soutenu par l'archevêque Kodjo et les fidèles de l'église catholique vont aller à sa suite. Est-ce qu'il y a un candidat en particulier qui vous fait peur, entre guillemets? Non, non. Je répète encore ce que j'ai pu dire par ailleurs. Quand vous allez dans une compétition comme ça, vous ne pouvez pas avoir peur de ci ou de ça. Il y a des équipes qui sont quand même un peu plus fortes aussi. Vous faites en sorte de préparer vos forces pour aller à cette compétition-là. Ceci étant, quand ce seul auditeur dit que les catholiques vont voter pour Aguilera, moi j'en suis un. Je crois être catholique et je peux lui assurer que je suis uni et que je ne voterai pas pour Aguilera. Et donc il y aura d'autres catholiques bien qui sûr, voteront bien sûr. en leur âme et conscience. Mais absolument, ce n'est pas parce que l'archevêque l'a choisi que nous allons voter pour lui. Le 91 09 71 71, nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. À votre avis, est-ce que tous les candidats partent sur le même pied d'égalité? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Alors apparemment, soit il n'a pas de radio ou il est distrait. Kossi Kagla sur la page Facebook de Nana FM écrit que l'égalité des chances n'est pas garantie au moment où la CENI et la Cour constitutionnelle sont pour le pouvoir et sans campagne, on s'affiche partout dans le pays. Vous avez déjà eu à réagir à cela. Le dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Allô, alors le souci perdu. Nous allons donc clore ce débat, professeur Charles Condi. Oui, monsieur Fano. Firmin est sur la page Facebook de Nana FM écrit que la victoire est garantie à un seul candidat. Et ce candidat, c'est Faure Gnassingbé parce qu'ils ont tout préparé. Mais s'il y aura cette égalité, il faudrait que la Cour constitutionnelle soit véridique. Oh, écoutez, j'ai déjà dit sur mon sentiment là-dessus. Et s'il dit que la victoire est garantie au candidat fort, c'est peut-être qu'il veut dire que le candidat fort se prépare depuis très longtemps. Le candidat fort fait en sorte qu'il soit très implanté partout sur le territoire. Le candidat fort a fait en sorte que son parti ait des démembrements partout. Le candidat fort a fait en sorte qu'à l'Assemblée nationale, il ait un maximum de députés. Il a fait en sorte que sur les 117 maires qui ont été élus, nous en ayons presque 100. Tout ça se prépare longtemps à l'avance. Ce n'est pas le jour quand arrivent les 14 jours de la campagne électorale que vous pouvez faire en sorte de rattraper le temps que vous-même vous avez perdu en vous distrayant sur le chemin. Voilà ce que je peux dire.
Et Razak Oukekbao vous demande votre réaction par rapport à ce qui se passe dans les villes de Sokodé, Bafilo et autres. Qu'en pensez-vous? Je suis du nord et je vais souvent dans le nord. Je sais ce qui se passe à Sokodé, à Bafilo. Je vois, il y a quoi? Il y a à 2 ou 3 kilomètres de l'entrée de la ville un barrage pour contrôler justement que des armes que les militaires sont toujours en train de chercher ne vont pas être utilisées contre les paisibles populations. C'est tout. Mais lorsque vous êtes dans Sokodé, vous n'avez aucun problème. Vous êtes dans Bafilo, vous vaquez à vos occupations sans aucune difficulté. Tout le monde sait tout ce qui s'est passé dans ces moments. Et les militaires sont toujours à la recherche des armes qui ont été emportées à plusieurs reprises. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et les droits de l'homme sont préservés pendant ce temps? Je vous dis que quand vous êtes à Sokodé, tout est clair. Moi, mon père et ma mère y ont vécu de très longues années. Je connais Sokodé, je traverse Bafilo, j'ai vécu également à Mango. Vous y êtes à l'aise, aucune trace de militaire à l'intérieur de la ville qui vous fasse ombrage. Par contre, pour entrer dans la ville, comme on peut le voir partout dans beaucoup de pays, allez au Burkina actuellement ou au Niger, Avec vous la verrez bien. menace terroriste. Absolument, absolument. On fait en sorte de vérifier que les passagers, les bagages ne contiennent pas des éléments dangereux pour la population. Et puis Seignon sur la page Facebook de Nana FM écrit que oui, il partage votre point de vue sur le plan des institutions en charge de l'organisation. Il pense que tous les candidats partent sur le même pied d'égalité. Mais en ce qui concerne la mobilisation de la population, il dit que la guéguerre entre les opposants décourage déjà leurs militants. Bon, En même temps, votre mot de la fin. Monsieur Afanou, cet auditeur-là, je pense qu'il est honnête, il est objectif. Il est objectif. Si l'opposition elle-même part divisée, qu'elle ne vienne pas crier après aux voleurs. C'est ce que dit cet auditeur-là. Si l'opposition elle-même part divisée et se font la guéguerre entre eux, j'ai entendu dire que 4 d'entre eux ont fait une réunion et apparemment le candidat de l'archevêque n'a pas été invité à cette réunion-là. Comme dit l'auditeur, si c'est l'opposition elle-même qui est divisée, se fait la guéguerre entre eux, au résultat qu'ils ne viennent pas crier au voleur. Ce sera votre mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Je pense encore une fois que tout le monde part avec les mêmes chances. Et s'ils ont accepté d'être candidats et s'apprêtent à faire campagne, c'est qu'ils savent bien qu'ils ont la même chance que le parti au pouvoir. Merci, professeur Charles Kondi Agba, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré d'être venu pour la première fois chez vous. Je pense que je reviendrai. On espère. Je rappelle que vous êtes le délégué national du mouvement des sages Unir. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par Internet. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée.